La parole en islam. Où en est la finance islamique? Le journal La Tribune nous dit en substance à propos des déboires des banques européennes. Crise de la dette oblige, l'autorité bancaire européenne a demandé aux banques de renforcer leurs fonds propres. Elles sont donc contraintes de céder des actifs et, partant, de se désengager de certains métiers comme le financement de grands projets d'infrastructure. Une brèche dans laquelle les banques islamiques pourraient s'engouffrer. De fait, les banques européennes se retirant du financement d'avions, la compagnie aérienne Emirates a récemment indiqué qu'elle pourrait recourir à des banques islamiques pour financer l'acquisition de ces appareils. C'est-à-dire que, sous la contrainte, elle va islamiser ses achats en les mixant aux autres financements non halalisés. La demande des entreprises pour des financements conformes à la charia est plus forte que jamais, observe Deutsche Bank. Les banques occidentales elles-mêmes, devenues plus réticentes à se prêter les unes aux autres en raison de la crise des dettes souveraines, se tournent vers le marché des soukouks, ces obligations islamiques qui ne portent pas d'intérêt pour se financer. C'est le cas de la sino-britannique HSBC qui avait émis pour 500 millions de dollars de soukouks en mai. Alors là, on fait fort. HSBC émet des soukouks. C'est dire c'est le marché des soukouks qui s'élève à 50 milliards de dollars, soit 1% du marché mondial des émissions de dette, ne devrait pas en rester là. Quels sont les outils de la finance islamique? Alors, il y a entre autres Ijara ou Iqtina et les soukouks. Alors, l'Ijara ou Iqtina, c'est un contrat de crédit bail, leasing, pour le financement de moyen ou long terme dans lequel la banque achète un actif qu'elle loue, Ijara, à une entreprise. Cette dernière effectue des paiements périodiques en contrepartie du rendement généré par l'exploitation de l'actif. Et il y a enfin une option d'achat, l'Iqtina. En fait, le bailleur, la banque, garde la propriété de l'actif avec les droits s'y attachant pendant la période de location, Ijara. Le droit de propriété du bien revient à la banque durant toute la période du contrat, tandis que le droit de jouissance revient au locataire. La seule différence avec le contrat de crédit bail classique réside d'une part dans le fait que la banque ne peut pas se permettre de facturer des intérêts au cas où le client n'honore pas ses engagements dans les délais prévus, et d'autre part, si l'option d'achat est exercée, le prix ne doit pas être déterminé à l'avance. Il doit y avoir un contrat de vente séparé, tenant compte de l'état du bien et sa valeur sur le marché à ce moment. Et oui, c'est la contrepartie de l'absence d'intérêt. C'est ce qui est étrange, puisque là, on prend en compte le prix réel du bien, donc elle ne se voit pas partager la part du risque avec la banque, notre petite entreprise. Ijara ou Iqtina est forcément plus cher que le crédit ordinaire, puisqu'il intègre le facteur usure du bien. Et il est encore moins intéressant que le crédit bail ordinaire, puisque le prix du bien va dépendre de son état et de sa valeur à l'issue du contrat. Qu'est-ce que le soukouk? Dans le droit musulman, il désigne un certificat d'investissement conforme à la charia. Il est en quelque sorte l'équivalent dans le domaine de la finance islamique des obligations de la finance classique. Je vais vous donner un exemple. La compagnie aérienne Emirates a besoin de financer l'achat d'avions, mais elle n'a pas les fonds. Alors, elle emprunte sur 10 ans et promet aux investisseurs sur le marché un rendement de 1% par an s'ils acceptent de lui prêter 700 millions d'euros. Dans ce cas, elle va émettre via une SPV, c'est une Special Purpose Vehicle, qui est en fait une coquille vide, c'est une société qui est vide. Des obligations islamiques, Sukuk al-Ijara, qui sont en fait des reconnaissances de dettes ou créances en contrepartie des 700 millions qu'elle va transmettre à Airbus pour acheter les avions. Et pendant 10 ans, la SPV va louer à Emirates les avions et Emirates va verser via la SPV 1% des 700 millions d'euros aux investisseurs. Au bout de 10 ans, Emirates ne va plus louer mais acheter des avions aux investisseurs via la SPV pour 700 millions d'euros. En fait, la SPV c'est une entreprise fictive, c'est-à-dire qu'elle n'a ni employé, ni lieu physique, c'est une boîte aux lettres. Elle sert seulement à transférer la propriété des biens. Donc là, c'est le cas des avions de la société Emirates à la SPV. Car la société Emirates ne doit plus être propriétaire pendant la durée de vie des soukouks. Emirates loue seulement les avions. C'est les investisseurs, grâce à la SPV, qui sont propriétaires. Et à la fin, ils sont obligés, grâce à la SPV, de revendre les avions à Emirates.
En résumé, la SPV c'est une petite astuce de financier, de banquier, pour changer de propriétaire pour être Sharia compliant et pour transformer la demande de créance en obligation Sharia compliant, c'est-à-dire le sukuk ici. Hallelujah. Alors nous allons voir la définition d'une obligation classique. Les obligations sont des titres de créance émises généralement par les sociétés et les États pour emprunter des fonds sur les marchés. En souscrivant une obligation, on prête donc à l'organisme émetteur. On reçoit en contrepartie un intérêt annuel, le coupon, avant d'être remboursé au terme de l'emprunt. La différence avec le sukuk, l'ijara, c'est la disparition des intérêts transformés par le terme rendement. Ici c'est 1%. Mais pour halaliser ce rendement, la société émettrice, Emirates dans ce cas, n'est pas propriétaire des biens, puisqu'elle les loue à la SPV. La SPV étant une coquille vide, le néant, rien, donc aucun risque, ni pour les investisseurs, ni pour l'émetteur des obligations. On cède la propriété du bien à la SPV pour pouvoir montrer patte blanche et servir des rendements en adéquation avec le comité de conformité Sharia. Attention, les SPV ne sont pas seulement des véhicules permettant la titrisation. Ils sont utilisés par les banques, les entreprises et même les États pour camoufler des dettes ou isoler les risques financiers liés à un nouveau projet. C'est la titrisation ou transformation de créances en titres financiers. Toutes les banques l'utilisent dans le cadre du shadow banking, c'est les banques de l'ombre. Elles rassemblent toutes les créances douteuses dans un package qu'elles sortent de leurs actifs, car les banques sont réglementées et n'ont pas le droit d'avoir trop de créances douteuses. Et elles vont émettre des titres structurés qui seront notés par les agences de notation. Plus le titre est risqué, plus la note est mauvaise et donc plus le taux d'intérêt sera élevé. Les banques vont ensuite revendre ces titres à de très gros investisseurs. Ces activités ne sont pratiquement pas réglementées. Depuis les années 2000, le shadow banking s'est développé au point de devenir essentiel à l'économie. Son gros défaut, c'est l'interdépendance de tous les acteurs. Si un maillon se casse, c'est toute la chaîne qui peut casser. La banque responsable devra être sauvée par l'État pour ne pas que le système explose comme ce fut le cas dans la crise des subprimes en 2007. Ma parole en islam.